Mesdames, Messieurs, rebonjour Frédéric Danhé pour vous servir, animateur de garde pour toute question relative à l'environnement sur ce salon. C'est mon 4e débat de la journée. Le premier, ce matin, on a vu la difficulté à établir une empreinte carbone et pourtant sa nécessité réglementaire. Deuxième débat, multimodalité, qui fait partie du même sujet finalement, un des moyens d'améliorer son empreinte carbone. Troisième débat, dans l'empreinte carbone, le scope 3. Tiens, je pose la question, qui connaît le scope 3 ? Ah, il y en a quelques-uns quand même, mesdames, messieurs. Voilà cette obligation de tout mesurer les émissions indirectes, car demain, elles seront intégrées dans les documents extra-financiers, je ne sais plus comment ils s'appellent. C'est aussi une directive européenne CSRD à laquelle, manifestement, peu de gens sont préparés. Et une des façons, j'essaie de me tendre une perche pour faire un lien entre tout ça, c'est de jouer, pourquoi pas, sur les emballages. Voilà, les emballages, ça consomme de la matière. Les emballages génèrent du déchet. Les emballages génèrent donc du CO2 d'une façon ou d'une autre. Et travailler sur les emballages, c'est un levier pour améliorer son empreinte carbone, entre autres. Nous allons voir ça, mesdames, messieurs, avec... de la gauche vers la droite, Timothy Bergeret, fondateur et patron. Ça vous va, patron ? Bumper et Inflate, INFL8. C'est pas facile à dire. C'est un exercice d'orthophoniste, je trouve. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le micro. Amélie Beck, de Corplex. J'ai plus votre fonction en tête, je suis désolé. Je vois trop de gens la journée. On va dire responsable commercial. Eh ben voilà. Michel Fontaine, président du Conseil national de l'emballage, et la maison Lidl qui est représentée par Camille Fossano et Isabelle Hoffmann. Je vous laisserai vous présenter tout à l'heure. On va commencer par vous, Michel Fontaine. Le Conseil national de l'emballage représente toute la chaîne de valeur de l'emballage. Qu'avez-vous à nous dire sur ce sujet ? Éco-conception, réutilisation. On va voir ça tout de suite par une petite présentation en 2 temps. La zapette est là. Il faut vous en munir, cher Michel. Ça ne marche pas. Si, on va y arriver. Allez-y. Bien, bonjour à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas le Conseil national de l'emballage, c'est une association à but non lucratif qui représente l'ensemble de la chaîne de valeur de l'emballage, c'est-à-dire des matériaux, des emballagistes, des sociétés qui produisent, des sociétés qui commercialisent, comme Lidl par exemple, des associations de consommateurs qui défendent l'environnement, qui défendent les consommateurs. Et on a aussi tout un ensemble de sociétés qui gravitent autour de l'emballage, l'événementiel, comme ce type de salon, les designers, enfin bon, bref. Si vous allez sur le site www.conseilemballage.org, vous aurez toutes les informations. Toutes nos publications, toutes nos études sont gratuites, français, anglais. Pourquoi ce Conseil national de l'emballage ? Il a été créé il y a maintenant 25 ans. L'objectif, c'était d'amener au moment où la filière des déchets, c'est-à-dire à l'époque éco-emballage, était créée, c'était d'amener de la réflexion sur le sujet, c'est-à-dire avant de gérer des déchets, il fallait penser à avoir une espèce de think tank en mauvais français, de groupe de réflexion. Si vous vous remettez 25 ans en arrière, pour les plus âgés, pour les plus jeunes c'est dur, il y a 25 ans on parlait surtout de la prévention à la source. C'était le grand mot, il fallait essayer de ne pas produire ce qui était inutile. Bien évidemment, depuis 25 ans, ce qui était inutile a été enlevé. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus sur l'éco-conception. Hein, c'est bien pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui. On essaye de promouvoir l'éco-conception, les bonnes pratiques, que ce soit au niveau de la fabrication des emballages, de la production des produits, de leur commercialisation et de l'usage par le consommateur. Il ne faut jamais oublier qu'en bout de chaîne, il y a un consommateur et c'est lui qui décide s'il sort sa carte bleue ou pas. Et qui peut ruiner tout effort d'éco-conception si l'emballage censé être recyclable, il le faut à la poubelle, par exemple. Alors, c'est une bonne question. On a
Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, on avait commencé à faire des éco-recharges, et ces éco-recharges étaient à la fois mal pratiques et enfin mal conçues, et il fallait vraiment un gros effort pour le consommateur pour arriver à vider dans une bouteille qui n'était pas faite pour ça, et ça a été un flop absolu. Donc le consommateur, il ne faut jamais l'oublier. Hein. Vous avez des choses à nous montrer? Alors, je vais vous montrer juste un slide qui résume un petit peu, qui va à l'encontre des idées reçues. On parle beaucoup de CO2, j'ai fait le tour du salon, c'est un des thèmes, hein, diminuer le CO2, diminuer le CO2. Faut savoir que le chiffre que je vous montre, c'est le chiffre de l'ADEME, donc de l'Agence pour l'énergie, la maîtrise de l'environnement, enfin, agence officielle, hein, c'est pas nous qui faisons les chiffres. C'est le produit moyen consommé dans la grande conso, hein, c'est-à-dire ce que vous mangez, ce qui vous habille. C'est évidemment pas des équipements ou des maisons, hein. Je parle bien de la grande consommation. Lorsque l'on regarde l'impact CO2 des produits, du produit moyen, vous voyez le résultat. Et c'est heureux d'ailleurs, l'emballage n'intervient que pour 8% en moyenne. Il peut très bien intervenir pour 1% pour quelques produits, et il intervient plus pour d'autres produits, mais en moyenne 8%. Ce qui veut dire que si demain, par un coup de baguette magique, qui évidemment est impossible, on divisait par 2 l'impact des emballages, on ne résoudrait pas pour autant le problème du CO2, puisque c'est le produit contenu qui consomme le plus de CO2, soit pour sa fabrication, soit pour sa consommation. Hein, je vous rappelle que pour certains produits, lorsque vous chauffez de l'eau ou lorsque vous passez au micro-ondes, vous consommez du CO2. Hein, si vous achetez un surgelé, ne serait-ce que de le passer dans le micro-ondes, eh bien, c'est de la consommation qui est imputable au produit directement. Alors, sachant qu'il n'y a pas que les émissions de CO2, hein, les emballages, derrière, voilà, il y a tout un système de récupération, de tri, de filière, ensuite de mise en décharge ou d'incinération, etc. Enfin voilà, on croule sous les emballages, en tout cas c'est ce qu'on dit, hein, c'est le syndrome Wall-E, un des meilleurs films écolos qu'on a jamais pu faire, mais vous allez me dire que tout est très exagéré. Non, mais il n'y a rien d'exagéré. Les déchets... J'étais tout à l'heure avec une journaliste pour un autre sujet, mais les déchets, faut savoir que la France est un vieux pays, comme l'Europe hein, en général, avec des structures, avec des villes, avec des habitudes. Enfin, c'est pas un pays neuf, et donc il y a des choses qui ont été établies il y a longtemps et qui ont du mal à être remises en cause. Hein, je donnais l'exemple de l'eau. Faut savoir que vous avez eu la semaine dernière à New York un symposium mondial sur l'eau. Il faut absolument sauver la planète. Qui ne s'était pas tenu depuis 36 ans. Voilà. Et quand on regarde l'eau qui est recyclée, récupérée en France... 0,6%. 0,6%. Quand l'Italie fait 8, c'est pas mal. Hein, déjà, c'est beaucoup plus de 10 fois plus. Quand l'Espagne fait 13, et quand Israël, qui est dans un pays très chaud et où l'eau est rare, fait 90%. Donc, c'est pour vous dire que dans les emballages, on est un peu dans le même cas. On a démarré très tôt avec des systèmes nouveaux qui ne sont peut-être pas les plus adaptés. Hein. Aujourd'hui, les déchets sont traités par les collectivités locales. Ce n'est pas des industriels dans l'âme. On a pris l'habitude de donner une poubelle, puis une deuxième depuis 25 ans, mais ça a encore du mal à rentrer dans les habitudes. Si je prends l'exemple des USA où j'étais il y a quelques jours, on a déjà une poubelle pour les déchets verts qui est systématique. Et bon. Alors, je voulais juste faire un mot sur les sur les plastiques et puis passer la parole parce que parce qu'on associe l'emballage au plastique qui pollue la planète, 6e continent, etc. On en trouve partout, Alors, jusque dans le cœur des huîtres. Jusque dans le cœur des huîtres. Non, je voulais juste donner un petit mot parce que microplastique, on associe ça évidemment à votre bouteille d'eau minérale. Il faut savoir que la majorité des microplastiques que l'on trouve dans l'eau de mer, ça vient évidemment de la terre, hein, mais ça ne vient pas forcément des emballages. Hein, quand on analyse, quand on regarde les gens sérieux, et
là encore, c'est pas moi qui ai fait les études, on retrouve dans la mer tout ce qui s'use dans le domaine public, c'est-à-dire les pneus, les chaussures, les peintures, les habits, puisque quand Dans la machine à laver. quand on lave les habits, on les use et l'eau, elle repart, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle n'est pas réutilisée, elle repart dans l'eau de pluie, dans les égouts. Et donc aujourd'hui, il y a une grande confusion qui est faite entre les microplastiques qui ne sont pas ou peu des plastiques, puisque dans les textiles, bien évidemment, il y a aussi des plastiques, mais qui ne sont pas ceux des emballages, et les plastiques des emballages. C'est-à-dire que quand vous voyez dans les articles de presse, vous voyez des belles photos avec des plages pleines de bouteilles d'eau, et on vous parle des microplastiques. Donc je voulais juste tuer un petit peu ce canard qui est assez agaçant. C'est le même nom. Il y a un qui est un peu criminel et puis l'autre qui est peut-être un peu moins. Mais c'est vrai, une des principales sources, c'est le produit des lavages. C'est ce qu'on retrouve dans les filtres des machines à laver. Et les premiers modèles de machines à laver avec filtre à microfibre plastique sont sortis sur le marché. Après, c'est tout ce que l'on fait de ce que le filtre a retenu. Et là, c'est le serpent qui se mord la queue. Qu'est-ce en 3 mots, Michel Fontaine, c'est quoi un bon emballage aujourd'hui ? Un bon emballage aujourd'hui, c'est un emballage qui fait le job, oui, qui assure la fonction et qui est ni trop gros ni trop lourd. Bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est dans notre jargon de notre association, on parle de juste emballage. Le juste emballage, c'est évidemment ce que vous faites, Amélie Bec et Timothée Bergeret. Je vais commencer par Cube pour vous, Amélie Bec. Vous en avez à côté de vous des emballages réutilisables, des emballages faits à partir de matériaux recyclés, c'est ça ? Oui, donc l'entreprise Corplex que je représente. Oui, présentez-la, ici, bien sûr. Elle recycle les plastiques pour fabriquer des conteneurs palettes ou des boîtes réutilisables, et je vais d'ailleurs en faire passer dans la salle, pour transporter durablement les marchandises. Alors quand on parle de conteneurs palettes, donc là j'ai ramené un couvercle, c'est donc la légèreté. Si c'est léger, montrez-le plus haut parce que je pense qu'ils n'ont pas vu. Donc ça c'est un bout de couvercle donc, qui est du thermoformage double pot avec de l'air à l'intérieur des 2 pots. Ensuite, donc c'est léger, vous l'aurez vu, donc ça résiste au choc et surtout c'est réemployable, réutilisable. Donc réutilisable, ça veut dire au bout de combien de fois faut vous le ramener ? Au bout de 10 ans. Donc oui. l'entreprise a investi dans 2 usines sur 8 qui sont des usines de recyclage, et en fin de vie, au bout de 10 ans de réutilisation en boucle logistique du même conteneur, on le rachète à nos clients pour surtout que le plastique ne soit pas un déchet et qu'il soit recollecté, rebroyé. Donc c'est un processus mécanique. Et donc pour refabriquer la même chose. Vous rachetez à votre client. C'est ça. Donc ça vous coûte cher cette affaire-là. C'est la matière qui nous est importante puisqu'en fait oui, nos conteneurs sont faits à partir de ces matériaux-là. D'accord. Et du coup, sur les petits colis qui sont donc les boîtes réutilisables, là on va être sur de la réutilisation encore et encore, et pareil, en fin de vie, on va les récupérer plus vite que les caisses palettes, mais c'est fait pour durer longtemps aussi, de travailler tout ce qui est économie circulaire plutôt que recyclage. Allez-y, montrez-nous, tenez-lui le micro, Monsieur Bergeret. Non, tenez-lui le micro, qu'elle puisse parler. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on y met là-dedans ? C'est pour des produits particuliers ou c'est pour tout produit ? Alors, c'est pour tout produit. Ce qui est important sur ce produit e-commerce, c'est que c'est une boîte qui doit pouvoir être simple pour l'utilisateur final, pour le B2B, et qui se replie en fait comme une lettre qu'on peut redéposer dans la boîte aux lettres. Donc vous avez ici un exemple en fait avec un industriel et l'association avec la Poste ici espagnole. On a la même chose ici en France avec Ipli. Je peux en faire passer. Avec Ipli. Ipli, ok. Je fais passer quelques exemples. Laissez continuer, voilà. Faites passer. Et après, donc forcément, le carton, la caisse peut être aussi en plastique qui permet la réutilisation et l'allongement de la durée de vie avant de recycler. Ça, vous l'avez testé, les clients remettent ça à la poste ? Les petits
colis, oui, ça c'est très simple puisque ça passe dans les boîtes aux lettres. Ceux-là, en fait, c'est plutôt des entreprises, par exemple, de déménagement, des choses comme ça. Ok. Donc je peux la faire passer aussi, puis la caisse, celle-ci là aussi. Ah, vous voulez tout faire passer, vous, hein? On peut, même le couvercle. Allez. Bien, ce sera pour vous, celle-là. Voilà. Voilà. Allez, on solde. Voilà, qui veut voir celle-ci? Bah tiens, ce sera vous, madame. Ah, vous. Allez. Oh, excusez-moi. Frédéric, ça me touche beaucoup l'exemple de Kiehl's, parce que Kiehl's est une marque de L'Oréal dans laquelle j'ai exercé Vous avez mes talents travaillé pendant pendant 40 de longues ans, années. donc je trouve ça très très bien. Merci. Madame Beck, donc ça, alors, c'est un produit qui est commercialisé? C'est un produit en test? C'est un produit qui est commercialisé. D'accord. Mm. Ok. Mais je reviens à ces petits emballages-là. Les clients jouent le jeu parce que tout dépend du client finalement. Est-ce que le client joue le jeu d'une certaine façon de la consigne? En fait, vous avez un petit texte qui explique pourquoi le plastique, par Oui, rapport au d'accord. plastique à usage unique. Et après, on peut aussi le consigner dans le prix. Donc, le fait de le retourner, ça incite aussi le consommateur à venir déposer sa boîte dans la Oui, dans mais la est-ce boîte qu'il aux le lettres. fait? Vous le mesurez, ça? Quel est votre taux de retour? Alors, moi, je suis plutôt spécialisée sur les conteneurs palettes. Et c'est D'accord. vrai que sur cette partie-là, je peux donner des informations, mettre en contact, mais je ne pourrais pas vous répondre là tout Et de les suite. palettes, c'est quoi l'avantage par rapport à une palette normale, entre guillemets? Donc, la légèreté. Oui. Donc pour tout ce qui est aussi mouvement, la légèreté, la durée de vie, du 10 ans en loupe logistique, la protection aussi des marchandises. Et ce sont des... je vais peut-être mettre la vidéo. Et ces palettes d'un nouveau genre sont testées chez nos amis à gauche, chez Lidl. Ils sont actuellement en test chez Lidl, mais et sur les clients, par exemple, où il y a beaucoup de loupes logistiques, on peut citer International Post Corporation, les postes nationales, françaises, néerlandaises, irlandaises, et après, oui, L'Oréal avec cette petite boîte, et puis Ipli avec cette petite boîte aussi. Alors, est-ce que la régie peut nous envoyer le film? Sinon, je vous passe la parole. Timothée Bergeret. Toc, 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 toc. Voilà. Comment ? C'est bon? Ben, Bon, sinon on va attendre. Timothée Bergeret, vous avez une autre façon de concevoir les emballages. Vous injectez de l'air. Oui, Et tout à pourquoi fait. donc? Donc moi je suis Timothée Bergeret, je suis fondateur de Inflate. Inflate, c'est né en 2018 avec le développement d'un casque de vélo. Et donc chez Inflate, On verra le film après. Hein. Allez-y, on Timothée. a développé une technologie qui va permettre de concevoir et de fabriquer des produits de nouvelles manières. On va reconcevoir de manière profonde les produits. Donc je voudrais citer quelques caractéristiques de la technologie Inflate. Le premier, c'est le multi-impact, c'est-à-dire qu'on va pouvoir... Tout a démarré de ça. Hein. Tout a démarré Mesdames, de ça, messieurs, tout à un fait. casque gonflable. Donc c'est un casque gonflable, on a démarré en 2018, donc il se dégonfle. Je vous laisse le dégonfler si vous voulez. Et donc vous pouvez le ranger dans un espace réduit. Pour qu'il ne protège que quand il est gonflé. Vous Il avez ne protège compris. quand il est gonflé. Quand vous n'en avez pas besoin, vous pouvez le dégonfler, le ranger dans un espace réduit. Et en développant cette technologie, donc la caractéristique de l'air qu'on va réutiliser maintenant dans le packaging, c'est le fait que ce soit multi-impact, c'est-à-dire que quand il va tomber une fois, il ne va pas se fissurer l'emballage ou le casque. À la différence du carton, du métal ou du bois, vous allez pouvoir le réutiliser de nombreuses fois. On a fait 150, 200 crash tests avec toujours les mêmes résultats. Vous allez avoir un niveau de protection qui va être au-delà de ce qui existe sur le marché. Aujourd'hui, pour comparer encore au casque, sur un casque en plastique, vous allez avoir des valeurs de 150, 160 G sur la norme de vélo. Avec notre technologie, vous êtes en dessous des 80 G au moment du choc, pour donner quelques valeurs et expliquer un peu la technologie. Et une troisième caractéristique, c'est que vous allez pouvoir le replier, le renvoyer dans la boîte aux lettres, et l'expéditeur va pouvoir le réutiliser 150 fois d'un point de vue mécanique. Après, il y a des taux de perte à prendre en compte. On en a parlé avant. En B2C, c'est évident que le taux de perte est plus élevé qu'en B2B.
Mais en B2B, on peut bien imaginer des circuits logistiques fermés où quand le colis retourne dégonflé à l'expéditeur, il n'y aura pas de taux de perte, il va pouvoir être vérifié qu'il n'y a pas de fuite et réutilisé de nombreuses fois. Montrez-nous-le, vous en avez 2 ici. Donc là, j'ai un colis, une bouteille. Donc, nous, on est à la différence peut-être de ce qui a été montré auparavant. Je vous tiens le micro, allez-y. On se positionne vraiment sur le colis fragile, parce qu'on a une couche d'air. On a une couche d'air qui va permettre de protéger l'emballage. Donc là, j'ai une bouteille de vin à l'intérieur. C'est un Bourgogne ligoté. C'est un Bourgogne ligoté, tout à fait. Et vous allez pouvoir donc je peux faire la démo peut-être plutôt après, hein, mais on peut faire tomber l'emballage plusieurs fois d'affilée et il n'y aura pas de choc. Et ensuite, vous allez pouvoir dégonfler l'emballage. Vous prenez le format boîte aux lettres et vous le renvoyez à l'expéditeur. Et lui peut le réutiliser. D'accord. Pareil, vous l'avez essayé, ça marche, on le renvoie l'emballage? Alors, c'est ce que je disais un peu sur le marché B2C. Donc on peut faire la carotte ou le bâton, c'est-à-dire la carotte, c'est quelques euros de remise sur le prochain achat, et donc ça permet aussi de fidéliser le client. Le bâton, c'est si vous ne renvoyez pas l'emballage, vous allez avoir une consigne qui va être prélevée sur la carte bleue. Donc ça, donc nous, on pousse plutôt à laisser le choix à l'utilisateur de choisir de quelle manière il va être livré. Est-ce qu'il va être livré de manière classique avec un carton, ou est-ce qu'il va être livré avec un emballage réutilisable? S'il fait le choix d'utiliser un emballage réutilisable, un choix orienté, je suppose. Un choix qui peut être orienté. En tout cas, s'il fait ce choix-là, il va faire le geste. Il va le faire parce que l'emballage rentre dans la boîte aux lettres, parce que c'est simple. En ville et en campagne, des boîtes aux lettres jaunes La Poste, vous en avez partout. Et donc, c'est facile de faire le retour. Et puis, c'est bon pour l'environnement. Une dernière caractéristique, dans les autres caractéristiques, c'est que on s'attache vraiment à l'éco-conception de nos produits dans le choix des matériaux. On essaie de choisir du polyester plutôt que du polyamide. On essaie d'avoir un emballage le plus léger possible. On s'attache également au fait que ce soit pensé et fabriqué en France. C'est le cas pour le casque, ça sera le cas pour les emballages. Bon, du coup, ça doit être cher. Et du coup, l'emballage est plus cher que du carton unique, mais comme vous l'utilisez plusieurs fois, vous amortissez le prix sur de nombreux envois. Donc, pour les entreprises, ça veut dire soit investir dans une flotte et l'amortir dans le temps, soit ça veut dire nous louer la livraison comme un service. Et donc, on va s'occuper, nous, de récupérer les emballages dans le circuit et de s'occuper de la maintenance, de s'occuper de les réparer, de s'occuper de les jeter, de les remplacer si jamais c'est nécessaire. Et donc voilà, il y a ces deux modèles qui sont possibles, soit l'achat de flotte, soit la location, et donc on paye à l'envoi. Et ça reste des emballages imposants. On ne fera pas de la livraison de n'importe quel produit avec, je suppose, ou c'est uniquement pour des produits fragiles par définition? C'est très fragile, oui. C'est produits fragiles parce que justement, comme il y a un coût et qu'on vient remplacer des éléments qui sont déjà renforcés en général, vous avez du carton, plus du papier bulle, plus tout ce qu'on connaît qui peut permettre de caler un produit fragile. Nous, là, on se positionne, les marchés qu'on adresse en ce moment, c'est les spiritueux, le cosmétique, l'électronique et l'industrie. Donc dans l'industrie, j'entends aéronautique, automobile, électronique. Donc des produits à forte valeur ajoutée dans lesquels le prix de l'emballage compte finalement assez peu. Exactement, et dans lequel la boucle de retour dont je parlais tout à l'heure peut se mettre en place facilement, puisque ce sont des circuits fermés. Michel Fontaine, ça vous va, ça aussi? Non, pour le e-commerce, ça me va assez bien, ouais. Bon. C'est dans le commerce traditionnel que le réemploi me choque un petit peu plus, mais je pourrais m'expliquer tout à l'heure. Oui. Mesdames, chez Lidl, je suppose que ce produit gonflable, voilà, c'est pas celui avec lequel vous livrez vos propres magasins. Quelle est votre politique? Alors chez Lidl, c'est 80% de vos produits sont les vôtres. Donc finalement, c'est peut-être assez simple pour vous, toute proportion gardée, de mettre en place une politique de recyclage, réutilisation des emballages carton et plastique. Oui, alors bonjour à tous. Mettez bien le micro sur le menton. Bonjour à tous. Déjà pour expliquer pourquoi est-ce qu'on est deux ici. Donc Isabelle Hoffman, je suis la responsable RSE-achat chez Lidl. C'est-à-dire que mon équipe, on accompagne l'ensemble des acheteurs à la responsabilisation des filières d'approvisionnement des biens marchands. C'est-à-dire tout ce que vous allez retrouver dans les supermarchés Lidl. Alors que Camille Fonassano, à côté de moi, est plutôt responsable du pôle environnement sur la partie logistique. Donc elle aura un regard beaucoup plus sur, on va dire, les coulisses de Lidl, c'est-à-dire sur toute la partie livraison.
Donc oui, nous, chez Lidl, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a la main directe sur plus de 80%, 90% de notre approvisionnement via les marques de distributeurs. Parce que vous connaissez les grandes marques nationales, Coca et autres, qui ne nous appartiennent pas. Nous, on a fait le choix chez nous de mettre en vente des produits qui nous appartiennent, des marques de distributeurs, et sur lesquels, du coup, on a la main. Puisqu'on peut changer aussi bien le produit tel quel que les emballages en demandant à nos fournisseurs de faire ces évolutions, ce qui est très pratique. Enfin, les fournisseurs, c'est vous, finalement. Alors non, Oui. Alors nous, on nous livre une vache, on ne sait pas que ça fait du lait, on ne sait pas que ça se mange. On n'est pas transformateur comme peuvent l'être des concurrents. Nous, on a besoin d'industriels pour mettre en emballage, on va dire, des produits. Alors ces emballages, qu'est-ce qu'ils deviennent une fois qu'ils sont dans le magasin? Vous avez une politique intégrée entre vos magasins et le stockage et les centres logistiques. Expliquez-nous. Vous pouvez prendre 2 micros. Amélie, est-ce que vous pouvez... Voilà, merci. Bonjour à tous, donc Camille Fossano, responsable environnement. Effectivement, on a un tri à la source. Alors, je ne sais pas si c'est le mien qui bug. Ça va mieux là? Ça va beaucoup Donc mieux. on a un tri à la source en supermarché d'une dizaine de catégories de déchets, dont les emballages, donc en l'occurrence le carton, 3 types de plastique. Et donc ces déchets sont mis dans la réserve, dans des contenants adaptés, et ensuite par un système de reverse logistique. Donc tout ce qui est livré en supermarché va ensuite être rapatrié en plateforme par les camions qui ont livré les marchandises. Donc ça nous permet d'une part de pouvoir avoir une séparation même des biodéchets, et donc d'être en avance sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux communautés de communes, avoir déjà une valorisation en fait de ces déchets à la source, et également une massification en plateforme logistique de tous ces déchets avant de pouvoir les recycler ou valoriser selon le type de déchet. Donc par exemple, notre carton va en papeterie et cartonnerie et va redevenir du carton qu'on va réutiliser notamment pour nos box soldes. Et en ce qui concerne le plastique, les différentes catégories, on a donc du plastique transparent, du plastique couleur, du plastique rigide, et chacun va aller dans une filière pour donner des granulés réutilisés derrière, que ce soit dans des sacs en plastique, etc. Les sacs cabas, voilà, réutilisables bien sûr. Et en rayon, vous mettez à disposition plein de cartons pour vos clients, mine de rien. Alors, c'est pas stupide. Alors effectivement, et aussi des cagettes, c'est très important pour nous parce qu'en fait actuellement une cagette c'est bien plus intéressant de la réemployer, et notamment on a des partenariats avec des maraîchers locaux qui viennent les collecter aussi en plateforme logistique, mais bien entendu les clients peuvent les utiliser en supermarché aussi. Madame Fossano, vous me disiez au téléphone que vous étiez assez mécontente de la loi AGEC quant aux emballages alimentaires. Moi, c'est Isabelle Hoffmann. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, on se mélange les pinceaux. Alors, je ne suis pas mécontente de la loi AGEC. Ça, c'est un point. Non, je ne suis pas mécontente de la loi AGEC parce que je pense qu'il faut la réglementation pour faire avancer les choses. Ce que je disais au téléphone, c'est qu'elle est incohérente. Non, je rectifie quand même ce que je disais au téléphone. Ce que je disais au téléphone, c'est que la réglementation, c'est un point qui est important pour nous parce que c'est ce qui fait avancer les choses. En revanche, là où il va falloir travailler main dans la main avec le gouvernement notamment, c'est sur les incohérences. Et c'est sur ça que je suis mécontente à proprement parler. Typiquement, quand je vois, par exemple, alors la loi AGEC, juste pour un rappel, interdit avec un horizon qui reste encore à déterminer, mais il y a déjà des filières qui sont sous la loi AGEC, interdit le plastique, les emballages plastiques pour les fruits et légumes supérieurs à 1,5 kg. Donc un sachet de pommes de terre supérieur à 1,5 kg n'a plus le droit d'être emballé dans un filet plastique, là où un sachet de pommes de terre de 1 kg va encore avoir le droit. Avec derrière un rétro-planning qui peut être fait, qui était fait, on va dire, pour faire en sorte que les filières puissent... Non, il faut que vous mettiez votre main plus haut sur le micro. Ah oui, pardon. Encore plus haut. Voilà. Pour que les filières puissent se mettre en ordre de marche, justement, pour faire en sorte de passer à de l'emballage sans plastique.
Là où je trouve qu'il y a une incompréhension et une incohérence surtout, c'est de dire par exemple pourquoi est-ce qu'il y a une liste d'exemptions et dans cette liste d'exemptions, il va y avoir des incohérences. Typiquement, les endives vont être sous exemption, là où de la sucrine ne va pas l'être. Les mini-carottes vont être exemptées, là où les autres mini-légumes ne vont pas l'être. Donc ça, c'est un point qui est important, qu'il faut qu'on tienne en compte, parce que derrière, ça crée forcément de la distorsion de concurrence entre filières, et c'est ce point où je disais qu'il faut être vigilant. L'autre point aussi où il faut être vigilant, c'est de regarder la situation d'une façon vraiment holistique. On ne peut pas dire haro sur le plastique, haro sur ça, etc. Vous parliez tout à l'heure du bilan carbone, alors c'est très bien et c'est vrai que c'est important d'avoir en tête que le bilan carbone des emballages c'est seulement 8%, mais derrière il ne faut pas oublier que qu'il y a des matières premières, qu'il y a un gaspillage qui peut se créer, qu'il y a d'autres externalités et pas seulement le climat. Sur la partie plastique, une autre externalité que je vois, c'est aussi le gaspillage alimentaire. Typiquement sur les brocolis, aujourd'hui, un brocoli a une durée de vie de 4 jours une fois qu'il est récolté, parce que vous voyez, ça devient tout de suite un petit peu marron sur le dessus quand on attend trop. Si on enlève le film plastique souple qu'il y a sur le brocoli, on passe à une durée de vie de ce brocoli à 2 jours. Donc derrière, en fait, ça veut dire des circuits logistiques extrêmement... il faudrait qu'ils soient extrêmement performants pour pouvoir être livrés et consommés dans les 2 jours. Ce qui est quand même... Déjà 4 jours, c'est quand même un exploit. Donc 2 jours, ça rend quelque chose d'encore plus compliqué. Donc derrière, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aussi plus de gaspillage alimentaire. Donc c'est pour ça, je dis, c'est très bien la loi AGEC. Encore une fois, même au téléphone, j'étais pour la loi AGEC. C'est juste que derrière, il va falloir faire des actions peut-être de lobbying ou de travail en collaboration avec la société civile pour dire, OK, on va faire en sorte que la réglementation, que ce soit la loi AGEC ou une autre, soit la plus cohérente pour les filières. Et qu'elle enlève en fait et qu'elle prenne en considération justement des problématiques très pertinentes telles que le brocoli comme je l'ai énoncé à l'instant. Oui, puis il peut y avoir des conséquences qu'on n'imaginait pas, ce que me disait Amélie Troncet au téléphone, quand on est passé du sachet plastique au papier craft, au sachet en craft pour les légumes en vrac, vous avez perdu 50% de vente de radis parce qu'on ne les voyait pas. Alors, ça, c'est les radis équeutés. Ouais. En effet, on est même à 60% de pertes dans nos ventes. Alors, on peut dire les radis équeutés, finalement, c'est pas censé être équeuté et mis dans des sachets plastiques. Autant acheter un radis botte, enfin, une botte de radis. Sauf que ce qu'on a remarqué dans l'analyse de nos ventes, c'est que la baisse des 60% de ventes sur la partie radis équeuté ne s'est pas retransmise dans la partie radis bot. Donc ça veut dire qu'il y a juste une baisse de vente des radis au global et du coup la filière radis en pâtit directement. C'est pas juste passage de radis équeuté à radis bot. Alors Lidl va également, alors c'est peut-être déjà en cours, supprimer les barquettes en plastique pour la viande sous vide. C'est pas compliqué à faire comprendre ça à l'acheteur. Vous n'allez pas perdre de la vente parce que l'aspect sera pas le même peut-être. Alors ça, c'est quelque chose qui est déjà en cours, parce qu'on a une super équipe emballage. Amélie Troncet était censée être là ce matin, je la représente parce qu'elle n'a pas pu venir. Il faut savoir qu'on a aussi Anaël qui est là et qui travaille sur cette partie-là. C'est un travail colossal qui a été fait chez nous et très qualitatif, c'est-à-dire que tous les emballages ont des cahiers des charges très précis qui sont envoyés aux fournisseurs et vus en collaboration avec les acheteurs pour avancer sur cette thématique emballage. Donc déjà, je tiens à les remercier parce que c'est un travail quand même qui est assez colossal et encore une fois qui est très, très qualitatif. Sur la partie viande, on a déjà fait un passage de barquette à viande sous vide, ce qui nous a permis d'économiser plus de 7 tonnes 3 de plastique sur une année, ce qui est quand même assez colossal parce que ça représente 310 000 bouteilles d'eau de 1,5 litre quand même par an. Donc quand on met en regard ces chiffres-là, on se rend compte que c'est de la matière première qui est évitée. Après, la difficulté, pourquoi est-ce qu'on avait des barquettes ? C'est parce qu'en fait, c'est facilement empilable, tout simplement. Là, on a du sous-vide, ça a des formes plutôt irrégulières, on ne peut pas forcément les empiler. Donc, on a fait le choix de les mettre en bas de rayon pour que finalement, il puisse y avoir une sorte de tas. Oui, mais est-ce que les gens regardent en bas de rayon ? Oui, parce que c'est de la viande très qualitative et que nous, on n'a pas d'entrée de gamme, en fait. On n'a pas d'éco plus ou autre. Donc, en fait, en rayon,
généralement, les consommateurs savent que toute la partie de nos frigidaires ou de nos étagères sont avec des produits bien et ils regardent tout. Donc, il n'y a pas de problème sur ça et on n'a pas eu de baisse de vente sur ce sujet-là. Juste un point. Oui. C'est important aussi de considérer que le fait d'avoir des emballages... Alors, il y a des optimisations qui peuvent être faites, mais il ne faut pas oublier les vertus de l'emballage. De protection, de conservation. De protection, de transport, d'information consommateur. C'est vrai qu'on a de plus en plus de réglementations qui se mettent en place pour informer les consommateurs sur l'origine, sur tout ce qui est ingrédients, sur les labels, etc. Et en fait, on a besoin aussi de support de communication sur ça. Alors, je rejoins Michel Fontaine sur le fait que c'est l'emballage juste qu'il faut, parce que derrière, c'est vrai qu'il y a des problématiques aussi sanitaires qui sont quand même importantes. Mais après, là où j'ai peut-être une distorsion d'avis par rapport à Monsieur Fontaine, c'est OK, on est sur 8% de l'impact carbone. En revanche, il ne faut pas oublier que ça reste quand même une matière première qui coûte à la société quand même d'être mise en place. Chez Lidl, on a un ADN très pragmatique, c'est-à-dire qu'on veut réduire les coûts au maximum. Et typiquement, utiliser quelques grammes en plus de plastique ou de cellulose dans un emballage, ça nous coûte plus cher. Donc ça reste quelque chose de pragmatique aussi de diminuer cet impact-là. Et c'est pour ça qu'on le fait. Oui, vous soulevez un problème intéressant, hein. Là, on touche à l'emballage, mais l'emballage est parfois aussi important que le produit qu'il protège. Il véhicule des informations, il valorise le produit. C'est difficile d'y toucher. Faut y aller doucement. Vous, finalement, l'emballage, on a l'impression quand on écoute toute cette notion de recyclage que l'emballage devrait quasiment disparaître, que c'est presque un ennemi. Vous, au contraire, l'emballage, il est là, il est toujours plus présent. Simplement, il est conçu différemment pour abaisser son empreinte globale. Tout à fait, oui. Et je voudrais également revenir sur les 8%. C'est pas beaucoup, mais c'est aussi beaucoup. Moi, je trouve que 8%, on aurait pu le tourner dans l'autre sens. Je trouve on aurait pu dire 8%, en fait, c'est énorme par rapport aux produits transportés. Non, faut bien vers le haut, bien. La main, voilà. Ok. Nous, c'est un exercice qu'on a fait à travers une analyse de cycle de vie, donc pas sur l'emballage une bouteille que je vous ai présenté, mais plutôt sur celui-ci, l'emballage qui reprend les dimensions d'un Colissimo M que vous pouvez acheter à la Poste, par exemple. Et grâce à cet ACV, on a pu se rendre compte que après 10 utilisations, on réduisait de 47% l'impact carbone. Donc il faut au moins 10 utilisations. Il en faut au moins 10. Ça veut dire que le bilan s'effondre si on n'en fait pas 10. Exactement. Le bilan s'effondre si on n'en fait pas 10. Ceci étant, nous, on les conçoit pour en faire 100. Après, il y a le taux de perte dont j'ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, qui va énormément impacter aussi cet ACV. Un autre élément également sur cela, et c'est un chiffre dont on n'a pas parlé aujourd'hui, enfin en tout cas pas pendant cette conférence, et qui est très visible en ce moment avec la grève des éboueurs, c'est la quantité de déchets générés. En utilisant un système réutilisable, un colis réutilisable, après 100 utilisations, vous avez économisé 75 kg de déchets de carton. Donc c'est vraiment un chiffre aussi qu'il faut bien avoir en tête. C'est des poubelles moins remplies demain. Et c'est tout un cercle vertueux qui se met en place. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'y suis pour rien. Quelqu'un chante les louanges des produits Corplex, bien évidemment, Amélie Beck. Profitez-en pour lancer votre petit film. Okay. Allez, vous souhaitiez rajouter un mot. Alors déjà sur l'emballage réutilisable, c'est vrai qu'on va être sur de la réutilisation, qu'on va générer moins de déchets, moins de production d'emballage, et donc beaucoup moins d'énergie pour fabriquer, extraire, reproduire. Donc on va être sur des cycles de vie plus longs. Et pour vous montrer une analyse de cycle de vie, j'ai pas de chance avec la télécommande. Je sais pas. Ah, voilà. Donc là, on a par exemple, nous, le point de rupture sur les types de boîtes que vous avez vus. Il est à la 7e réutilisation sur un certain exemple d'analyse du cycle de vie qui est fait par un organisme externe qui prend en compte la façon dont l'énergie est produite, toutes les dégradations qu'on peut avoir sur l'environnement, sur le sol, etc. Et à la 40e utilisation de la boîte, là c'était pour transporter des fleurs, on est à moins 37 d'émissions de CO2 et à moins 66% de coût de coût d'achat en fait.
Ah oui, ça descend très vite et ensuite on a la marge. Hein. C'est ça. Et après, on peut aller jusqu'à 100, comme le disait Timothée. Et ça, c'est un petit film, s'il veut bien se lancer. Voilà. Oh bah mince. Ah bah non, c'est fini. Si, allez-y. Vous touchez une fois, vous n'y touchez plus après. Oui. Je vais laisser faire la régie, non? C'est peut-être plus prudent. Ouais, je touche plus. Bah non. Mais si. Donc ça, c'est vos caisses, vos palettes Ça, ce sont les réutilisables. Akipak containers. Les Akipak ouais, containers. qui permettent de... Bon, c'est très bien qu'on le voit comme ça, c'est pas très long. Il marchait en régie. Ah bah non, ça veut pas. Normalement, il faut juste appuyer. Voilà. Merci la régie. Décrivez-nous. En fait, je vous laser un peu. Et après, on peut adapter la partie ceinture qui est vraiment faite sur mesure, le type d'ouverture, si c'est plutôt pour décharger du grand côté ou ici sur ce client-là, c'est plutôt un déchargement en fait sur le petit côté. Donc c'est vraiment tout est adaptable en fonction de la façon dont vos opérateurs remplissent et déchargent la caisse palette. Michel Fontaine, je ne vous entends plus. Non, j'admire. Vraiment. Oui, j'admire. Oui. Vous pouvez me repasser mes... Alors pendant qu'on en revient à votre PowerPoint, je me pose une question, vous écoutant tous. Est-ce que la solution, une des solutions, c'est pas la consigne des emballages? Bon, bah, j'ai posé la question. Non, je vais vous répondre. Je crois que la consigne, ça dépend des emballages, ça dépend des pays, ça dépend des infrastructures, ça dépend de beaucoup de choses. Je vous ai dit tout à l'heure, j'étais aux US, il y a 7 États sur 50 qui pratiquent la consigne. Le recyclage n'est pas plus important Ah oui, qu'ailleurs pour l'instant. c'est pas plus efficace donc. Ben, c'est de toute façon la culture du pays fait que toutes les bouteilles sont récupérées par, je dirais, des gens qui ont besoin de beaucoup d'argent, qui ramassent ça dans les poubelles et qui est consigne ou pas consigne, de toute façon. Donc ça dépend vraiment de quel endroit une consigne peut marcher dans un périmètre bien donné, avec des consommateurs bien donnés, et pas marcher dans d'autres. Vous l'avez testé chez Lidl? Non, mais juste si je peux intervenir sur Bien ça. sûr. Alors, je suis d'accord sur le fait que c'est une question de culture nationale. En revanche, il y a une étude de l'ADEME qui est très intéressante, qui est parue sur la consigne et qui montre qu'aujourd'hui, le taux de collecte en France des bouteilles est de 59%, si je ne m'abuse, et que dans les pays européens où il y a un système de consigne qui est en place, il monte à 80% et de façon systématique. Donc je suis d'accord sur le fait que c'est une question de culture nationale. En revanche, je pense quand même qu'il y a des choses à faire sur la partie consigne parce qu'il y a une valorisation financière qui se fait et que forcément ça intéresse les consommateurs, notamment par exemple en Allemagne. C'est vrai qu'on voit souvent des personnes qui vont chercher les bouteilles même par terre parce qu'il y a une valorisation derrière qui se fait. Donc c'est quelque chose que oui, on expérimente chez Lidl. Alors c'est pas un système de consigne à proprement parler parce que normalement la consigne c'est à l'achat, vous payez quelques centimes de plus, voire quelques euros de plus votre produit et ensuite vous le récupérez à la fin si vous ramenez votre emballage. Nous ce qu'on fait c'est qu'on a des collecteurs de bouteilles PET plastique et en fait on fait pas payer plus à l'achat de la bouteille. En revanche on valorise à 1 centime d'euro chaque bouteille ramenée. En bon d'achat sur le magasin. En bon d'achat sur magasin ou en choix libre sur association, pour une association qui est mise. Aujourd'hui, on a un test sur 30 supermarchés dans les Hauts-de-France et on récupère quand même par supermarché plus de 5000 bouteilles par semaine, ce qui est assez intéressant. Après, il y a d'autres problématiques qui posent problème sur la partie consigne, c'est la place en magasin, parce que quand on a des petits magasins Rapid City ou de petites surfaces dans
Dans les grandes villes, c'est quand même quelque chose qui prend de la place. Et le coût des machines aussi est à considérer. Michel Fontaine, rapidement, avant de passer la parole à la salle. Oui, pour continuer sur la consigne, faut savoir qu'en France, il y a beaucoup de tourisme et qu'il y a beaucoup d'utilisation de bouteilles d'eau, notamment pour les touristes, et ce n'est pas forcément eux qui vont récupérer la consigne de ce qu'ils achètent. J'en ai fait l'expérience moi-même dans un autre pays. Vous avez payé 20 centimes d'euros pour une bouteille, et puis à l'aéroport, vous l'achetez parce que de toute façon, personne ne va vous déconsigner. Donc, je ne pense pas que ça soit la solution, d'autant plus que les bouteilles que madame récupère dans ses magasins, c'est autant que la commune ne va pas récupérer et sur laquelle elle récupère aujourd'hui de l'argent. Donc, vous avez une compétition qui s'installe, compétition peut-être normale, mais une vraie compétition. C'est pas une compétition en tant que telle si on considère justement qu'aujourd'hui le taux de collecte est à 59% alors que les bouteilles sont recyclables. Si on monte à 80%, finalement le delta de 11% ne vient en rien altérer finalement le taux de collecte qui est fait. Parce que le problème là, c'est de chercher un gisement qui aujourd'hui n'est pas valorisé. Donc ni par les collectivités locales, ni par un acteur privé comme Lidl ou... Je vais répondre rapidement parce qu'on peut passer la nuit à répondre. Vous savez que la France, c'est pas uniforme. Hein. Vous avez des départements, des campagnes, vous avez des villes. Vous avez des taux de retour de bouteilles en PET qui sont à 80 dans beaucoup de départements ruraux. Et vous avez des villes comme Paris où le taux de retour est proche de 10%. Donc je ne pense pas que les magasins Lidl à Paris puissent nous aider à faire monter la consigne à Paris, par exemple. Enfin, le retour à Paris. On n'est pas qu'à Paris et j'ai envie de dire que c'est le cas dans tous les pays, c'est-à-dire qu'il y a des villes et il y a des campagnes dans tous les pays. Donc voilà, bon, mais ça c'est un débat. Oui. En fait, ce qui est important à noter, c'est vraiment pas la valorisation qu'on en fait derrière, que ce soit un acteur privé ou un autre acteur, finalement on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de faire monter le taux de collecte, parce qu'on a quand même des bouteilles aujourd'hui qui pourraient être valorisées et qui finalement ne le sont pas, qui sont soit détruites par incinération ou par autre chose qui reste dans la nature. Enfin, je sais pas. Je ne suis pas contre les bouteilles. Je ne suis pas aussi à dire que les consommateurs, il faut capter cette valeur-là. Je suis sur la partie, il faut éduquer le consommateur et au-delà de ça, il faut les inciter à faire en sorte que ces bouteilles soient recyclées. Vous faites ça en magasin ? Alors, en magasin, on le... quoi ? Éduquer le consommateur, vous dites, votre consommateur. Alors, en magasin, c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de place pour ça et c'est des messages qui sont quand même... qu'il faut qu'on mette en place. En revanche, on crée des vidéos de sensibilisation. On essaye d'utiliser tous nos canaux de communication, réseaux sociaux et autres pour mettre en place des actions de communication, notamment la journée du recyclage, la journée mondiale... voilà. Ce genre de choses et aussi parce qu'on essaye d'être très impliqué sur la partie infoterie aussi, qui aide le consommateur à savoir justement dans quelle poubelle est-ce qu'il doit mettre son emballage, parce que finalement le consommateur est vraiment acteur de ce choix-là. Donc là on est très impliqué sur ça, oui. Mesdames, Messieurs, y a-t-il des questions, des remarques, des émotions, des admonestations, des récriminations ? Je vais vous faire tous les sons du dictionnaire tant qu'il n'y aura pas un bras levé pour une question. Voilà, merci madame, ça marche toujours ça. Présentez-vous. Bonjour, donc moi je suis Titeina Gegen, je travaille chez Stellantis en tant qu'environnement référent pour la logistique sur le transport et sur le packaging. Je délaisse un peu le packaging parce que j'essaye de me concentrer sur le transport, mais je sais quand même dans ma cour un petit peu. Et je me pose beaucoup de questions sur le packaging, notamment sur le manque de communication d'un outil simple, d'évaluation de l'analyse de cycle de vie sur les différents packagings communs. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de valeur qui soit donnée par des organismes sur lesquels on puisse se référer. Quand on regarde sur le site de l'ADEME, on a des anciennes valeurs qui sont liées au carton ou au plastique, simplement, mais on n'a pas d'exemple concret comme on pourrait qui puisse mettre en avant d'un côté le CO2, parce que c'est bien beau de faire de la reverse, mais dans vos analyses de cycle de vie, vous n'avez pas parlé des kilomètres et du CO2 lié au kilomètre. Et moi, la question que je me pose beaucoup, c'est quel est le point d'inflexion
selon le type d'emballage ou selon le type de transport, entre faire de la reverse ou pas de la reverse. Et pour l'instant, je suis insatisfaite des outils qui sont sur le marché parce que on n'est pas des producteurs de packaging. On n'a pas les moyens, enfin on n'a pas les moyens, si on a les moyens, mais enfin voilà, on ne va pas refaire toute l'analyse de cycle de vie de tous les emballages. Il devrait y avoir des valeurs de référence qui existent, aussi bien en termes d'équivalent CO2 qu'en termes d'eau ou d'artificialisation des sols, puisque j'ai compris que c'était les 3 critères clés, a priori, sur ce domaine. Madame Hoffmann. Alors, sur la partie emballage, et ensuite je laisserai le micro aussi à ma collègue sur la partie logistique. Alors, pas plus tard qu'hier, j'étais au ministère de la Transition écologique avec Madame la ministre Bérangère Couillard et on travaillait sur l'affichage environnemental. Donc c'est quelque chose qui aurait dû déjà entrer en vigueur parce que tout le monde, enfin les acteurs de ce consortium ont pris du retard, mais parce que c'est quand même un chantier qui est quand même colossal. Et justement sur la partie emballage, tout ça sera pris en compte avec une base de données Agribalise qui se base sur justement l'analyse de cycle de vie. Et donc la partie emballage sera prise en compte là-dedans. Après, ça sera quand même quelque chose qui sera pas unique, ça ne sera pas une information sur le produit, sur la partie emballage, ça sera dans une notation plus globale qui prend en compte d'autres aspects climatiques, biodiversité, bien-être animal, etc. Donc ça sera pris en compte là-dedans. Après, la difficulté qu'on a, c'est oui, on pourrait faire un score emballage sur le produit, mais finalement, le problème, c'est que les consommateurs nous reprochent aussi quelque chose, c'est la varicelle d'informations qu'il y a sur les emballages. La varicelle, vous dites. Alors moi, ou sapin de Noël, ça dépend de la période de l'année. Mais c'est vrai que ça, c'est un point qui nous est souvent reproché, c'est de dire que le consommateur ne s'y retrouve plus parce qu'il y a trop d'informations. Donc c'est pour ça qu'on travaille à des affichages qui agglomèrent, on va dire, certains critères. On peut parler de l'affichage environnemental pour la partie environnement, on peut parler du Nutri-Score sur la partie qualité nutritionnelle, le Rémunéra-Score que Lidl a poussé avec la Fédération nationale bovine, la FNB, pour avoir finalement des scores qui permettent aux consommateurs, en un clin d'œil, de se dire « Ok, moi, ce qui m'intéresse, c'est le climat, donc je vais regarder ce score-là. » Et c'est quelque chose qui est approuvé par le gouvernement, qui a été validé par un collège de scientifiques. Ce qui m'intéresse, ça va être plutôt la partie nutritionnelle, donc Nutri-Score. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si l'éleveur est capable de vivre de son travail derrière une barquette de viande ou d'une barquette de jambon. Je vais regarder le Rémunéra-Score, etc. Merci. Alors, je vais essayer de répondre à la question. Il nous reste moins de 5 minutes. La question sur le reverse, sur le fait de faire transporter des emballages vides pour les réutiliser, c'est une question qui, à mon avis, n'a pas encore été bien calculée. C'est-à-dire que quand vous êtes en B2B, c'est assez facile parce que vous avez une usine, un consommateur, et là, vous pouvez faire le calcul facilement. Donc en B2B, le réemploi peut être pratiqué très bien. En B2C, c'est un peu plus compliqué puisque la boucle retour, vous ne savez pas si elle fait 3 km ou 1000 km. Monsieur Bergeret. Entre les deux, vous avez le e-commerce qui, lui, est un peu particulier et qui peut justifier justement des retours assez bons. Timothée Bergeret. C'est sûr que pour trouver des indicateurs qui soient lisibles et simples, c'est très compliqué quand on fait une ACV. Donc il faut s'attacher à déjà vérifier que les ACV ne sont pas produites par les entreprises qui les émettent et pour qui... c'est pas nous, Inflate, qui avons fait l'ACV de notre produit. Il faut utiliser des bureaux d'études qui vont utiliser des normes, qui sont des normes ISO, il me semble, peut-être que je me trompe. C'est peut-être parce que je me trompe aussi qu'il faut aller vers ces bureaux d'études-là. Mais voilà, avec des normes très, très claires et avec des indicateurs qui sont listés maintenant par l'Union européenne. Et il y a un indicateur score unique aussi qui est indiqué par l'Union européenne. Mais voilà, pour chaque type de produit et chaque type de logistique, il faut s'attacher au bon indicateur. Donc il y a le CO2 dedans. Il y a aussi les déchets, par exemple, qui ne sont pas dans nombreux de ces indicateurs. C'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, mais qui me semble important de citer. Donc voilà, l'important, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de jugé parti dans ces ACV. Par exemple, pour répondre aussi sur la question de la logistique transport, quand je parlais des 47% de moins impactants après 10 envois, c'est en prenant en compte la logistique de retour. Pour donner des hypothèses sur la logistique de retour, est-ce que le client va en point relais?
Est-ce que le client va être livré chez lui, il va être bien chez lui à ce moment-là? On va utiliser des ratios, donc il y en a 30% qui sont bien chez eux, il y en a 30% qui vont prendre leur voiture individuelle pour aller chercher au colis relais. Je dis des chiffres comme ça, mais en tout cas, c'est des hypothèses qui sont prises. Et donc, on va vraiment très loin dans ces hypothèses-là. Et elles sont un maximum vérifiées. Donc, c'est des hypothèses qui peuvent venir de La Poste, par exemple, ou d'autres logisticiens qui ont fait des études auprès de leurs clients. Camille Fossano. Oui, juste pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, et également sur la reverse, je vous rejoins complètement, Monsieur Fontaine. Sur la partie B2B, c'est vraiment... en fait, les camions qui sont utilisés pour livrer les supermarchés, de toute façon, vont terminer leur boucle et vont retourner en plateforme logistique. Donc, il y a un vrai intérêt à pouvoir faire cette reverse de l'ensemble des déchets, des emballages et des palettes, enfin les supports palettes. Et pour vous donner un ordre d'idée... à peu près la moitié des déchets qu'on produit sont recyclables et sont même ont une valeur marchande et peuvent être revendus en fait lorsqu'on les massifie, que ce soit sous forme de balles carton, que ce soit sous forme de plastique. Par exemple, le plastique transparent est quand même vraiment très intéressant. Donc c'est quand même un sujet de fond à avoir en tête. Et chez Lidl, on va plus loin, même sur des déchets type le biodéchet ou même les déchets de pain. Qu'on valorise pour les réintégrer dans la nourriture animale. Donc ça permet d'avoir moins de production primaire dans des champs de céréales, etc. et de pouvoir les réutiliser. Donc il y a vraiment toute une filière qui peut se développer en fait, avec ce système de reverse logistique, il ne faut pas l'oublier. Allez, il nous reste 1 minute, 2 minutes, une question. Oui, merci. Moi j'avais juste une question. Oui, Mathieu Bultel, alors bon, je préfère mon parcours professionnel, mais je suis surtout un utilisateur du e-commerce. Et donc, j'avais une question concernant la perception du coût de ces emballages réutilisables dans le e-commerce d'un point de vue consommateur. Est-ce que ça coûte plus cher que les solutions qui existent aujourd'hui? On voit que les emballages évoluent beaucoup. On avait du carton, on a du papier, on a du plastique souple, etc. Donc là, on est sur des solutions qui sont plus riches en matière parce que c'est réutilisable et ça se comprend. Mais d'un point de vue coût perçu par le consommateur, quel est son retour et est-ce que ça joue sur la performance du produit qui va être vendu? Voilà. Merci. Amélie Beck, vous avez le micro et ce sera le mot de la fin. Allez-y. Je voulais répondre à la question d'avant, mais tant pis. Le coût perçu, c'est vrai que par rapport au plastique à usage unique, il faut vraiment, vous avez vu sur la boîte Kills, communiquer, en fait, avoir de la communication sur ce type de plastique pour pouvoir expliquer le coût, la matière par rapport au consommateur final. Ça, c'est important d'associer en fait la réutilisation avec un discours. Et ensuite, sur le coût financier, je pense que on a vu en fait dans l'analyse du cycle de vie à partir d'une quarantaine de réutilisation, le coût il est 66% moins cher que le même emballage en carton. Je ne sais pas si ça répond à ce que vous vouliez dire. Je vais peut-être laisser Timothée aussi compléter. Pour que ça marche, il faut que ça soit indifférent pour le consommateur. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, il faut que ça soit le producteur qui s'occupe de la gestion et qui prenne en charge. Alors, il y a un aspect d'amortissement. Si on parle vraiment financièrement, ça va être au bout de temps de trajet, en fait, l'emballage va être amorti. Et finalement, le coût financier, on va essayer de tendre vers le coût carton. Après, peut-être que c'était le sens de la question. Il y a aussi d'un aspect... Pardon ? Le coût de la logistique reverse. Avec le coût de mais tout ça est inclus dedans. Et après, dans le coût perçu aussi, il y a un aspect sur un emballage réutilisable. Alors, en l'occurrence, sur les nôtres en textile avec une couche de protection. Si certains le souhaitent, vous pourrez le manipuler. C'est vraiment gonflé à 2 bars, 3 bars. C'est pas du jouet de piscine. Donc, dans le coût perçu, quand on vient ouvrir l'emballage et quand on vient vivre l'expérience de déballage, c'est pas mettre un coup de cutter dans un scotch de carton, c'est pas déchirer du carton, c'est autre chose. Donc il y a quelque chose aussi, ça amène un côté un peu premium à l'emballage si c'est ce qui est souhaité par le vendeur. Merci. Il y a un débat demain que j'anime sur le e-commerce. Vous aurez des gens de la Poste et de la Fnac Darty qui vous en parleront. Justement de l'impact qu'a l'information carbone, emballage, etc. sur le consommateur. Bon,
En gros, on s'en fout tous, à peu près, hein, si je résume les propos qui seront tenus demain. Mais venez à ce débat, vous verrez, vous aurez des réponses à vos questions. Merci, mesdames, messieurs. Vous pouvez reprendre une vie normale et nous rejoindre demain matin. Moi, je commence par les ZFE, sujet dans la grande salle. C'est vous dire si le sujet, manifestement, est demandé et polémique. À demain.